Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes lundi 1er novembre, jour de la Toussaint. Je vous donne les titres du 20h. Dans les paroisses, on a célébré cette date en hommage à tous les saints connus et inconnus, c'est-à-dire tous les hommes et les femmes qui ont passé leur vie terrestre dans la droiture en faisant la volonté de Dieu. En Côte d'Ivoire, les fidèles catholiques sont invités à cultiver la sainteté dans toutes leurs actions, car eux aussi appelés à devenir des saints. La voirie de Yamoussoukro a connu il y a quelques années une forte dégradation, mais depuis 2019, le gouvernement a lancé d'importants travaux. À ce jour, plus de 70 km ont été rendus praticables et les travaux se poursuivent pour embellir la ville. Les régions de la Maraoué, du Béré et du Béké, bientôt reliées par une route bitumée. Ce sont 120 km de route qui vont être construits pour faciliter la mobilité des personnes et des biens. Avant le démarrage des travaux, les populations impactées sont sensibilisées et dédommagées. Protection de l'environnement, la COP26 a réuni les dirigeants de plus de 120 pays ce lundi à Glasgow. Les enjeux de cette conférence, qui doit durer 2 semaines, sont nombreux dans un contexte de pandémie mondiale. Merci à tous de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. En ce 1er novembre, jour de la Toussaint, l'Église honore les saints. Les paroisses Notre-Dame de la Tendresse et Saint-Jean de Cocody n'y font pas exception. Elles ont commémoré ce 1er novembre les fidèles catholiques. Patricia Omouitia. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation et nous sont donnés un modèle, l'Église sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints connus ou inconnus. C'est l'occasion de célébrer tous les saints, tous ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, et afin que nous puissions prier pour eux, pour qu'eux aussi, où ils sont, ils puissent prier pour nous, pour notre sanctification nous-mêmes. Notre existence sur la terre, en tant que chrétien catholique, est déterminée et en fait est dans le prolongement, en fait, dans l'attente de cette vie céleste. Donc cette fête a toute son importance, revêt toute son importance pour chaque chrétien que nous sommes, et puis dans la préparation en fait de notre montée au ciel. C'est de rendre visite à nos malades, tous ceux qui souffrent autour de nous, de partager la paix, l'amour. C'est de prier le Seigneur pour que l'harmonie, la paix règne dans notre pays. Et cette pandémie qui est en train de détruire le monde aussi, puisse être éradiquée et la paix revienne dans le monde entier. Cette fête célébrée ici dans les paroisses Notre-Dame de la Tendresse et Saint-Jean de Cocody est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles, comme l'indique l'évangile de ce jour dans le livre de Saint Marc. Tous les chrétiens aspirent à cette sainteté. Et nous le voyons dans l'évangile qui est lu en ce jour. L'évangile où le Christ nous appelle à être heureux. Une invitation à l'action, une invitation à entrer dans ce royaume des cieux qui appartient à tous les enfants de Dieu, donc à tous les chrétiens. Les béatitudes qui nous invitent, autant que faire se peut, à mettre en pratique les vertus de Dieu, qui sont entre autres l'amour, la justice, la paix, et tout ce qui est lié à nos relations interpersonnelles dans le bon sens. Toujours selon les prêtres des paroisses visitées, la Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint. Goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Le rappel de la mort future, l'espérance en la vie éternelle sont les sujets qui ont animé la messe ce 1er novembre à la cathédrale Sainte-Thérèse de Bouaké. Cette commémoration pour inviter les chrétiens à se rapprocher de Dieu. Le reportage de Yolande Swanga et Kwadio Kwame. Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Les fidèles chrétiens célèbrent la Toussaint. La Toussaint qui commémore les saints connus comme inconnus. Pour cette célébration, la couleur liturgique blanche est utilisée pour exprimer la joie et la sainteté. À cette célébration, les chrétiens sont appelés à se rapprocher de Dieu afin de bénéficier de la vie éternelle. Le célébrant a éclairé les chrétiens catholiques sur la différence entre la Toussaint et la fête des morts. Nous célébrons donc la victoire de Jésus sur la mort.
dans notre vie de chaque jour. Aujourd'hui, nous célébrons la vie, l'Église du ciel, avec tous les saints qui sont avec le Seigneur et qui lui rendent gloire. La fête des morts, des défunts, c'est prier pour nos fidèles, nos frères qui ont passé la mort et qui sont dans l'attente. On prie pour eux pour que le Seigneur ait pitié d'eux et leur accorde la grâce de le voir face à face. La fin du mois du rosaire, chaque 1er novembre, débouche sur la commémoration de la Toussaint. Et à cette occasion, la tradition est de fleurir les tombes des proches disparus en signe d'hommage et d'affection. Ce geste symbolique permet aux fleuristes de faire du chiffre. Vous allez le voir dans ce reportage signé Fatima Ouedraogo et Abou Sanogo. Célébrer les saints, mais aussi commémorer la mémoire des défunts à travers la tradition. Fleurir les tombes. À l'occasion de la fête de la Toussaint, des familles s'activent autour des fleuristes. Elles procèdent à l'achat de fleurs afin d'anticiper la célébration de la fête des morts, qui est un jour ouvrable. Les fleurs ont été achetées ce jour pour honorer nos défunts, vu que ce n'est pas un jour férié. On profite de la messe du 1er pour nous rendre aussi au cimetière en anticipé, pour aller aussi prier aussi pour nos disparus. Après un moment d'interruption dû à la maladie à coronavirus, des fleuristes constatent une nette amélioration de leur chiffre d'affaires. Cette année, je pense qu'au niveau de façon commerciale, en tout cas ça va. Contrairement à l'année passée où vraiment on avait des bouquets même qui sont restés ici sans clients. Mais cette année-là, on a fait. Sinon l'année passée, on n'a même pas fait tout ça même. Puisque rien n'est marché à cause de Covid-19. Mais cette année, ça va. Au cimetière privé d'Anono, une prière est dite à l'endroit des défunts avant la pose des fleurs. Un moment pour certains pour nettoyer les tombes. Mélanie Christelle et sa famille sont au nombre des personnes présentes en ces lieux. Bien vrai que c'est la volonté de Dieu, mais je n'ai jamais accepté. Mais Dieu, celui qui sonne les cœurs et les reins, c'est lui qui permet que tout ce qui arrive. Donc, on est tout heureux d'être là. On dépose les fleurs, c'est comme si c'était une pensée là où ils se trouvent. Pour qu'ils se disent qu'on ne les a jamais abandonnés, nous sommes toujours avec eux. Cette célébration a lieu tous les 2 novembre, au lendemain de la Toussaint. En cette période aussi dédiée au recueillement, des fidèles chrétiens ivoiriens ont choisi de se rendre en Turquie pour le pèlerinage. Ils suivent les traces de Marie, la mère de Jésus, et Saint Jean, devenu Saint Baptiste, apôtre de Jésus. Ulrich Adangan et Sidonie Davila. La Maison de la Vierge Marie, un centre important pour les pèlerins, a reçu la visite des Ivoiriens. Situé dans la ville d'Éphèse, ce site est un lieu saint qui reçoit des milliers de visiteurs venus confier à la mère du Christ, sauveur du monde, leurs différentes préoccupations. C'est là qu'elle a vécu, c'est là qu'elle a passé ses derniers instants. Vous voyez, au-dessus de la montagne, dans la bourse, seule. Et j'ai prié. Quand je priais, je sentais que c'était vivant. Et ça, c'est unique en son genre, d'arriver à ce lieu. C'était pas évident. Après la cité mariale, la basilique Saint-Jean a été une étape aussi importante pour les pèlerins. Même s'il ne reste que les ruines de cette bâtisse qui porte le nom du plus jeune apôtre de Jésus, Jean, les fidèles chrétiens ont pu toucher du doigt les réalités de la parole de Dieu. Pour moi, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean sont des modèles d'évangélistes. Ils ont bravé tout ce qu'il y avait comme persécution pour annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, je viens sur ces lieux, ces temples qu'ils ont bâtis. Et c'est vraiment édifiant pour moi. Ça booste ma foi. Et je bénis le Seigneur. Je veux vraiment aussi encourager mes frères de participer à ce genre de pèlerinage. Parce que ça t'apporte un plus et ça permet d'avoir beaucoup de connaissances. Venir ici, c'est l'ignorance totalement qui tombe. Donc j'encouragerai mes fidèles à vraiment croire davantage à la parole de Dieu, à vraiment manifester davantage leur foi et ce en quoi ils croient à vraiment exister. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée sont les 7 églises de l'Apocalypse qui régissent l'Église universelle. Un circuit important pour le pèlerin en Turquie. Dans certains endroits, il y a des restes de vestiges. Dans certains endroits, il ne reste plus rien. Mais le but, c'est quoi? C'est de voir et de pouvoir montrer à nos amis les trajets qu'ils ont suivis, n'est-ce pas, les premiers chrétiens en Asie mineure, en Turquie, n'est-ce pas, avant le christianisme, si vous voulez, pour pouvoir
terminer la période païenne pour pouvoir indiquer la bonne direction, la direction de Dieu ou bien le chemin de Dieu. Et pour ça, on essaie de faire le maximum avec nos connaissances. À côté des sites religieux, les chrétiens ont aussi visité d'autres lieux comme le temple d'Apollon. Situé dans la ville de Didim, appelé également le temple des oracles, le temple d'Apollon constitue aujourd'hui l'une des merveilles de l'Asie mineure. Après ce lundi de la Toussaint, demain mardi, c'est la reprise et vous pourrez emprunter les taxis-compteurs comme d'habitude. Le mot d'ordre de grève des conducteurs a été suspendu. Ils vont continuer à sillonner les rues d'Abidjan grâce aux négociations entreprises par le gouvernement. Les motifs de cette grève et aussi les solutions trouvées dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. Face à ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale, organisée par des véhicules personnels, effectuant l'activité de transport intercommunal en régime digital, les conducteurs de taxis-compteurs avaient déposé un préavis de grève à partir de ce mardi 2 novembre. Mais les discussions engagées avec le ministre des Transports Amadou Koné au sein du cadre d'échange permanent mis en route ont porté leurs fruits. Vu les avancées du cadre d'échange permanent pour la réglementation des tests législatifs en vigueur, et dans le souci de préserver le climat social dans le pays, l'ACTC suspend le mot d'ordre de grève prévu du 2-11 mois 2021 au 5-11 mois 2021. Par conséquent, l'ACTC demande à tous les conducteurs de taxis-compteurs de reprendre le travail dès le mardi 2 novembre 2021. Les conducteurs de taxis-compteurs demandent surtout au gouvernement d'accélérer le retrait des concurrents illégaux de la circulation. Des concurrents illégaux qui, disent-ils, n'ont ni carte de transport, ni visite technique appropriée, qui ne payent ni assurance ni patente, mais qui occupent aujourd'hui 30% du marché des transports intercommunaux de la ville d'Abidjan. Les régions de la Maraoué, du Béré et du Béké vont être reliées avec 120 km de bitume, un projet de 105 milliards de francs CFA. Il va démarrer après la libération des emprises par les populations. Elles sont pour l'heure sensibilisées et surtout dédommagées. Mahama Traoré. Difficile de pratiquer la piste menant de la sous-préfecture de Kongasso à la ville de Kounaïri. Et quand il pleut, l'état de la voie fait même pâtir des véhicules 4x4. Dans ce département de la région du Béré, les populations rêvent encore de voies bitumées. Elles partagent ce rêve avec les habitants de la région voisine de la Maraoué. Partant de Kounaïri pour rallier Zionoula en passant par Goïtafla, il faut parcourir 75 km de piste. Ça fait des décennies que je vois cette route. On passait premièrement de l'autre côté. Maintenant, on est venu ici. C'est difficile. Aidez-nous vraiment. Ça donne mot de rien même. Il y a assez de trous, la route n'est pas propre. Si la route est arrangée, ça fait que les véhicules, on peut aller un peu plus rapide souvent. Dans la cour de la préfecture de Kounaïri, l'état de ce tronçon est au cœur d'une réunion entre le préfet, les élus locaux, les chefs de communauté et des agents de l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. Ces derniers sont venus annoncer un vaste projet de bitumage à venir. Le projet vise à aménager l'axe routier qui part depuis Zionoula, traversant la sous-préfecture de Goïtafla, qui débouche à Agbaou. Et d'Agbaou, nous avons la bretelle qui part à Kounaïri, qui fait 9 km. Et ensuite, le projet continue son chemin jusqu'à se raccorder à Béoumi. Aujourd'hui, s'il y a la route qui vient nous approcher encore davantage de toute la Côte d'Ivoire, je crois que nous ne serons qu'être heureux et dire merci à tout le monde, à tous ceux qui ont contribué, particulièrement au chef de l'État qui a promis, il a dit. Et je crois que c'est chose qui est en train d'être faite maintenant. Ce tracé est long de 120 km, y compris l'octroi de 5 km de voirie à chacune des localités de Goïtafla, Agbaou, Kounaïri et Béoumi. Au regard de l'impact du projet, les populations sont invitées à libérer les emprises. Un mécanisme de dédommagement est prévu. Pour les dégâts qui auront été éventuellement constatés par les services compétents, c'est-à-dire l'agriculture ou la construction, ces dégâts seront évalués selon leur expertise et seront payés une erreur. Nous devons pouvoir regarder ce que
la réalisation de ces infrastructures nous apporte de façon collective, ce que ça apporte comme richesse, comme facilitation de la mobilité de nos populations. Donc c'est un appel à la collaboration, un appel à la patience et à la compréhension avec tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus-là. Les travaux de bitumage de l'axe Zionoula-Goïtafla-Agbaou-Béoumi et Agbaou-Kounaïri vont s'étendre sur 3 ans pour un coût global d'environ 105 milliards de francs CFA. Autre grand chantier, la voirie de Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Le gouvernement a entrepris de redonner à ces routes le visage reluisant qu'elles arboraient. Plus de 70 km ont été réhabilités et les travaux se poursuivent afin d'embellir toute la ville. Sidonie Davila. Aménagement et réhabilitation. Les voies de Yamoussoukro sont en pleine reconstruction. Une fois dans la ville, vous êtes tout de suite capté par les allers et retours des grosses machines et autres engins de chantier. La politique du gouvernement, c'est de rendre circulables la plupart des voies de nos villes pour le bonheur des usagers. Et c'est dans ce cadre-là qu'à Yamoussoukro, le gouvernement a entrepris plusieurs phases de travaux de réhabilitation au niveau de la voirie de Yamoussoukro. La capitale politique change peu à peu de physionomie avec les travaux de réhabilitation et d'aménagement de ces routes. Les usagers ne cachent pas leur joie. Je suis très content du gouvernement, du président. Je suis très content. Actuellement, les voies là, ça va en route sans problème. Il y a un changement vrai, il faut le dire. Et à l'époque, c'était quand même un peu difficile. Cela nous fait beaucoup plaisir. Il voit qu'il est en train de réparer un peu de la voie. En tout cas, on est très content. Sous la supervision de l'AGEROUTE, le projet de réhabilitation et d'aménagement des voiries de Yamoussoukro a connu 2 phases. Nous avons déjà fait la première phase qui a consisté à bitumer 61 km de route en réhabilitation comme en aménagement. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, le gouvernement a décidé de faire une deuxième phase. Et cette deuxième phase va prendre en compte la réalisation de 78 km de routes bitumées, en aménagement comme en réhabilitation. Et en plus de cela, rendre circulable la plupart des voies non bitumées. Ces travaux sont financés par l'État de Côte d'Ivoire. Et pour cette seconde phase, c'est 73 milliards de francs CFA que l'État va injecter dans la réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro. Par petites touches ou à coup de vastes opérations, les travaux de reconstruction des voiries de Yamoussoukro avancent allègrement. Pour le gouvernement, l'objectif est de permettre à Yamoussoukro, la ville d'Oufoué-Boigny, de se refaire une beauté. Et pour se refaire une beauté, aux travaux routiers viennent s'ajouter des opérations de salubrité qui sont menées par la jeunesse de Yamoussoukro. L'ONG Ville Propre s'y emploie tous les jours avec l'appui de la municipalité. Serge Pacom Didi et Moussa Konaté. 150 jeunes de la ville de Yamoussoukro s'investissent pour la lutte contre l'insalubrité. Réunis au sein de l'ONG Ville Propre, ces bénévoles se donnent les moyens pour rendre la cité des lacs propre. La résidence du préfet, des infrastructures scolaires et sportives affiche désormais des visages plus reluisants grâce à la détermination de ces jeunes. La ville de Yamoussoukro était dans une position d'instabilité qui n'a pas son nom. Et j'ai formé cette ONG pour aider les autorités compétentes de Yamoussoukro afin de pouvoir rendre la ville de Yamoussoukro propre. Des actions bien accueillies par le maire de la ville, Nyangbe Kwaku Jean, qui apporte son soutien à l'ONG Ville Propre. Dans l'actualité sanitaire, le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire pour ce 1er novembre. Le ministère de la Santé compte 14 nouveaux cas de Covid-19, 19 personnes guéries et 1 décès. 13 623 doses de vaccins ont été administrées le 31 octobre, soit un total de 3 322 649 doses du 1er mars au 31
octobre. Et dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, la COP26 réunit les dirigeants de plus de 120 pays ce lundi à Glasgow. Les enjeux de cette conférence qui doit durer 2 semaines sont nombreux et d'autant plus pressants au regard des prévisions des experts climat de l'ONU. Ils estiment que le seuil de plus 1,5 degrés Celsius pourrait être atteint 10 ans plus tôt que prévu autour de 2030. La promesse non tenue des pays riches de porter à 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 leur aide climat aux pays en développement est également mise sur la table. Une autre rencontre mondiale qui, elle, se prépare. La 12e conférence ministérielle de l'OMC mobilise déjà l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il est question d'harmoniser les positions sur les questions liées aux échanges commerciaux. Lancine Bakayeko. Tout d'abord, il convient de noter que le groupe des États ACP est devenu une organisation internationale, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en avril 2020. Il convient aussi de préciser que l'Union européenne et les ACP ont officiellement mis un terme aux négociations sur l'accord post-Cotonou, établissant un cadre de coopération politique, économique et sectorielle. Un nouvel accord de partenariat a été conclu et paraphé. Le régime réglementant les échanges entre les deux parties n'a pas été directement affecté. Toutefois, nous pensons que les échanges commerciaux seront renforcés grâce à d'autres dispositions connexes de l'accord, notamment celles qui concernent notre ambition d'atteindre les objectifs de développement durable. Le nouvel accord modifie les conditions d'accès au marché européen avec 6 exigences prioritaires. Cette stratégie conduira naturellement à une élaboration de nouvelles règles commerciales, telles que les mécanismes d'ajustement carbone, les règles relatives à l'agriculture biologique, le travail des enfants et à la déforestation. Ces changements au niveau bilatéral posent la léthargie actuelle de l'OMC qui peine à exécuter ses fonctions de négociation et de règlement des différends. Nous nous demandons si l'époque du commerce international réglementé et régi par le système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce OMC ne tire pas à sa fin. Il est de plus en plus difficile de savoir à quoi ressemblera l'OMC de demain. Le projet de déclaration, du moins la boussole des pays en développement, qui a besoin d'être encore affiné, mettra en avant la compétitivité des exportations des pays de l'EACP. La ville de Kong s'enrichit de nouvelles infrastructures sociales. Une école primaire et une radio de proximité ont ouvert leurs portes. Kader Sogodogo. C'est avec beaucoup de joie que ces écoliers accueillent le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et pour cause, leur nouvelle école porte son nom. Il a été voulu par la municipalité qui, en ouvrant cette école, donne priorité à l'éducation. 6 salles de classe équipées de tables bancs, un bureau de directeur, des toilettes modernes. L'école primaire publique Téné Birahima Ouattara de Kong est inscrite dans le registre des écoles modernes. Une autre réalisation de la mairie de Kong, la radio communale Kong FM, qui prévoit des émissions en langue locale. Le maire Berté Abdraman Tiemoko tient à perpétuer l'œuvre de son prédécesseur, Téné Birahima Ouattara, premier maire post-crise de Kong. Il a impulsé un développement à grande vitesse à la région. Et donc cela est tout à son honneur. Donc, nous sommes sur les traces du ministre d'État. C'est un travail d'équipe qui a été fait, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive quand même à aller vite, loin et très haut. Bien entendu, le ministre d'État reste sous le charme de toutes ces actions de développement. Je pense que je ne me suis pas trompé. Lorsqu'il s'est agi de renouveler la tête du conseil municipal ici à Kong, c'est moi-même qui ai demandé à Berté d'assumer cette charge. Il y avait donc des prétendants, mais j'ai estimé que Berté, compte tenu donc de ses qualités, quelqu'un de très social, quelqu'un de généreux, quelqu'un de disponible, j'ai pensé qu'il était la meilleure personne à assurer donc ce leadership. Une école primaire, une radio communale, ce sont environ 100 millions de francs CFA que la mairie de Kong a investi pour la réalisation de ces infrastructures.
La première université d'été de Lomé au Togo a mis l'accent sur la coopération culturelle Nord-Sud. C'est dans ce sens que le programme ACP UE Culture a été mis en place avec un fonds disponible de plus de 4 milliards de nos francs afin de soutenir et professionnaliser la culture des pays du Sud. Isaïo. Construire un écosystème culturel performant pour une Afrique de l'Ouest résiliente. Ce thème, la première université d'été de Lomé a réuni 15 opérateurs culturels ouest-africains dans la capitale togolaise, initié grâce au programme ACP UE Culture. Cette rencontre a pour avantage de renforcer la coopération Nord-Sud. Ce programme a donc pour ambition d'accompagner un certain nombre d'opérateurs ouest-africains dans leur structuration, dans leur autonomisation, mais surtout à faire en sorte que ces opérateurs, leurs entreprises, deviennent des réelles industries culturelles pour le développement socio-économique de la sous-région ouest-africaine. Sortir de l'informel, passer à l'industrialisation de la culture et créer un marché commun sous-régional. Ces préoccupations ont dominé les différentes séances de formation de Lomé. Un leader doit être un agent du changement. Aujourd'hui, les entreprises évoluent dans des milieux très changeants et donc l'entrepreneur doit faire attention à conduire ce changement-là quotidiennement. Pour le coordonnateur du programme ACP UE Culture, il existe une économie de la culture. Cela passe par la mise en place de mécanismes. Nous avons donc le fonds de structuration et la formation qui a lieu aujourd'hui justement concerne les lauréats de cet appel du fonds de structuration qui seront accompagnés sur 3 ans à hauteur de 150 000 € par opérateur et par projet. Nous avons aussi un autre fonds qui est celui de la valorisation, puisqu'il s'agit de 25 000 € qui seront octroyés à des opérateurs pour leur permettre donc de travailler dans les meilleures conditions. Pour les participants, il faut se décomplexer quant à l'origine des financements de la culture des pays du Sud. Nous recevons des fonds qui viennent du Nord, mais nous sommes les gestionnaires. Donc à partir de là, c'est notre sérieux qui est mis en pratique. C'est à nous de montrer que nous savons gérer des budgets et nous savons réaliser nos ambitions. Et c'est parce qu'on sera sérieux dans la gestion de tout ça que demain on pourra continuer à travailler avec d'autres institutions. Le programme ACP UE Culture a une durée de 3 ans et est doté d'un montant de 4 milliards de francs CFA. Un fonds qui, au dire des initiateurs, permettra de rendre performantes les entreprises culturelles de la sous-région. Et la BISA 2021 nous conduit à Grand Bassam. La jeunesse Nzima Kotoko face au défi de la tradition. C'est sur ce thème que le vice-président de la commission tradition et valorisation culturelle a instruit la jeunesse Nzima avec l'intérêt pour elle d'intégrer dans son quotidien les enseignements et principes de vie qui régissent la société Nzima. Victorien Ngwa. La fête consacrée au Saint n'a entamé en rien l'ardeur de la jeunesse Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Après le goiseau réussi et le beau monde accueilli sur la place de la Bissa dimanche, place à la réflexion ce lundi 1er novembre. La jeunesse Nzima face au défi de la tradition, cas de la Bissa, est une invitation aux jeunes Nzima Kotoko à accorder beaucoup plus d'intérêt à leur tradition, riche en enseignements et en principes de vie. Nous avons donc incité les jeunes à s'approprier les éléments culturels, à s'approprier leur tradition. Et nous avons pris l'exemple de la Bissa pour leur montrer que cette institution, de leur tradition orale, est riche en enseignements, est riche en principes de vie. On leur a permis de voir comment, à partir de l'histoire de la révélation et des éléments présentés dans le récit, on a pu faire ressortir des valeurs de cohésion, des valeurs d'unité, des valeurs d'abandon de l'orgueil, des valeurs donc de générosité et des principes de vie pour permettre à la jeunesse, qui est le fer de lance de la tradition, de continuer à épouser ces éléments culturels-là. Objectif de la conférence, permettre aux filles et fils de la communauté à ne pas voir la Bissa comme une simple fête, mais intégrer ces valeurs prônées par la Bissa à l'instar des autres pans de la tradition Nzima. Bien formés, ces jeunes doivent avoir à l'esprit la volonté de transmettre ces enseignements et principes de vie aux autres générations. Une rencontre d'échange avec le roi a suivi cette conférence ici au Palais Royal, au quartier France, Grand Bassam.
Et c'est le point de fin de ce 20h. Merci de votre intérêt. Restez sur RTI 1. Tout de suite, la Côte d'Ivoire en marche. Ce soir, c'est un recap avec les temps forts de la 3e édition de votre magazine. À ne pas manquer sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.